Bon, j'y vais. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette ultime conférence pour clôturer cette très riche journée. Nous allons recevoir Alain Canet, qui est un spécialiste de l'agroforesterie. Il a énormément œuvré pour l'agroforesterie en France et en Europe. Mais très très jeune, tout enfant, en tant que fils d'agriculteur, il a été très sensibilisé et très touché par l'érosion des sols et les ravages causés par l'agriculture intensive, qu'on dit moderne, mais qui fait énormément de ravages sur les sols notamment, qui sont ce que vous appeliez, lorsque les pluies l'emportaient, le sang de la terre. Voilà. Et suite à ça, vous avez voulu devenir soigneur de la terre. Et c'est pour ça que vous êtes orienté vers l'agroforesterie en commençant comme bénévole à planter des arbres. Et ensuite, vous avez rejoint des structures telles que Arbres et Paysages 32. Donc, en tant que salarié, vous avez quitté, vous étiez président jusqu'à présent, mais maintenant vous avez rejoint le Centre national d'agroécologie où vous êtes le président. Et donc, vous œuvrez sans relâche pour la défense de deux piliers qui vous semblent absolument fondamentaux pour améliorer la résilience de l'agriculture et la résilience humaine par la même occasion. C'est de se baser sur l'introduction d'arbres dans l'agriculture et également sur la maximisation des couverts végétaux sur les sols pour les enrichir. Votre devise, c'est produire plus, produire mieux et avec moins, et puis en respectant les sols et la biodiversité. Donc, je vous laisse la parole pour nous parler de tout ça. Merci beaucoup. Notre devise, c'est en effet sol nu, sol foutu, sol couvert, sol prospère. C'est aussi simple que ça et on va voir que le potentiel est grand, qu'on est, je crois, nous ne sommes pas dans un débat punitif. Peut-être qu'il va falloir un petit peu d'émancipation sur ce sujet, mais la proposition agroforestière est immense. Elle est probablement invisible. C'est le titre qu'on avait donné au livre d'Ernst à l'époque, puisqu'on avait beaucoup coopéré, travaillé ensemble pour produire ce magnifique plaidoyer que vous avez forcément tous lu, comme celui des Vers de Terre, comme celui de Geneviève Michon et les autres. Puisque c'est ça la culture de l'arbre. La culture de l'arbre, c'est le savoir et la connaissance. Donc on va parler d'agroforesterie. Je vais démarrer tout de suite avec un jus de pomme agroforestier. Parce que tout est dans le produit. Si on consomme les produits de l'agroforesterie, on sauve la planète. Et on arrête de se poser toutes ces questions à la con de savoir où on va garder la biodiversité, puisque la biodiversité, c'est le moteur de la productivité en agriculture. La question de l'environnement, c'est la solution. Les hotspots de biodiversité, ils sont au cœur des champs, et le bocage nous l'a montré et démontré. Et le bocage, c'est le pilier de l'agroforesterie. Chez Andy Darlington, si je lis, 100% jus de pomme. Jusque-là, tout va bien. Hein, des arbres ici de semi-sauvages, greffés en pré-verger, pâturés par des moutons, jamais d'engrais, jamais de traitement, jamais de maladie sur ces arbres-là, et pas de travail du sol. Ce qui ruine les écosystèmes, c'est le sol nu et c'est le sol travaillé. Voilà. Donc, moi, je bois du jus de pomme de chez Andy et chez les autres. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de rentrer dans une pharmacie. Alors, c'est vrai que les piscines des pharmaciens sont un peu moins grandes quand on mange les produits de l'agroécologie, sur sol vivant naturellement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est là que ça se joue. On est en train de créer le label de l'agroécologie, puisque sur les 64 chartes, engagements, machin, trucs que vous avez dans l'Hexagone, il n'y en a pas un seul sur lequel il y ait une once d'agronomie. Du moyen, on va passer au résultat et stocker durablement, ça a été dit, du carbone dans nos sols. Alors, comme c'est la fin de journée, je vous ai fait un abécédaire.
Alors là, c'est en travers, mais je vous l'ai remis droit, parce que Geneviève m'a dit, putain, j'y vois plus rien, avec tes conneries, toutes les photos qu'on a fait ensemble. Hein. Donc oui, cet engagement pour l'agroforesterie, c'est évidemment de consommer les produits sur sol vivant. Je présente, puisqu'on me l'a demandé, la structure qui m'embauche, pour laquelle je viens de quitter le poste de direction, parce que j'ai dirigé pendant longtemps et que j'ai laissé la place aux jeunes, et ça me paraissait important de laisser une structure qui tourne bien, qui a du boulot pour 3 ans, et pas devenir un vieux con grincheux qui râle après les autres, etc. etc. Donc je me suis déclassé, je suis juste chef de projet, je ne sais même pas ce que je suis, truc de formation, pour laisser la direction, pour laisser la place à une génération qui arrive après, aussi parce que, comme ça a été dit, je suis président du Centre national d'agroécologie qui s'appelle Carbone Fertile et qui a des ambitions importantes sur ces produits sur sol vivant. Donc ici, cette image, elle nous montre aussi qu'on est aux portes de Rabat, en haut au centre. Aux portes de Rabat, on a autant de moutons que chez nous, sous les chênes lièges, et qu'on crée de l'eau, n'est-ce pas, Ernst? On crée de l'eau, qu'on crée de la fertilité, qu'on crée du sol, qu'on récupère du liège, qu'on crée de l'agneau agroforestier, et que, je crois que Geneviève l'a dit déjà ce matin, à chaque fois qu'on enlève l'arbre, on crée un désert, puisqu'il semblerait que les arbres hydratent les milieux secs. Et ça nous intéresse au plus haut point. La taille sévère du châtaignier, on reviendra sur la taille qui est parfois nécessaire parce que les arbres ont coévolué avec les mammouths, avec les tempêtes, avec les feux, avec les rochers qui leur tombent sur la gueule, avec la foudre. Et parfois, il faut tailler très sévèrement les arbres. Pas n'importe comment, à n'importe quel prix, mais si on retaille le peuplier qui est juste là à côté, il deviendra millénaire. Et les gosses joueront à l'intérieur et ils seront heureux de jouer dans un arbre parce que s'il n'avait pas été taillé, à la première tempête, puisqu'il est isolé, il va tomber. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tailler tous les arbres, mais les arbres les plus vieux sont souvent des trognes. Et quand vous ouvrez un livre d'arbres remarquables, ils sont complètement creux, réitérés, régénérés, etc., etc., de l'importance de ces formes d'arbres, évidemment. Ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est qu'on se retrouve autour d'un verre chaque jour qui passe. Parce que ça, c'est un super indicateur. Un verre grandeur nature, évidemment. Ça, c'est un super indicateur. Surtout celui-ci. On voit bien qu'il n'a pas 3 mois. On voit bien qu'il n'est pas né à la dernière pluie, si tant est qu'il pleuve encore. Alors, on rappelle, je commence mon abécédaire, la question de l'atténuation, enfin, tous ces trucs. On rappelle, je crois que ça a été dit, qu'il serait temps qu'on regarde vraiment les arbres, qu'ils soient dans la... Les photos sont interdites, madame. Mais non, je déconne. Au contraire, allez-y, soyez les ambassadeurs. Quelle idée! Ils sont cons là-dedans. Pardon. Allez-y, ne vous gênez pas. Hein, c'est un autre Ernst qui fait... Oui, c'est fait, c'est ça. C'est un autre Ernst qui fait ces magnifiques dessins. On a d'ailleurs publié une BD qui est au fond de la salle, un grand plaidoyer pour l'agroforesterie, pour la mare, pour le bois mort, pour les champignons, puisque les maladies n'existent pas, pour le lierre, la ronce, enfin tout ça, quoi. Il y a encore des gens qui coupent le lierre, on en a déjà un petit peu parlé ce matin. Et effectivement, la solution, elle est devant nous, sous nos pieds, et pas à l'autre bout du monde. La biodiversité, ça ne se protège pas, la biodiversité, ça se produit ou ça se détruit. Ici, la migration des oiseaux, les oiseaux migrateurs. Il faut qu'un champ chante l'oiseau, qu'une forêt chante l'oiseau, qu'une lisière chante l'oiseau, pour que les plantes poussent bien et en bonne santé. Et ici, les oiseaux migrateurs ramènent le microbiote de contrées plus chaudes, souvent, donc inoculent le sol et permettent peut-être des adaptations particulières, de l'importance de ces écosystèmes, de ces connexions, de ces corridors. L'agroforesterie, c'est avant tout des corridors. Si on a une forêt primaire, élémentaire, encore faut-il qu'elle soit connectée, que ça circule, que ça bouge, que ça vive et que ça survive. Donc n'opposons pas les arbres, n'opposons pas les formes, au contraire. Il faut urgemment qu'on multiplie par 3 l'activité photosynthétique sur nos territoires. En ville comme à la campagne, il faut multiplier par 3 l'activité photosynthétique. On peut virer le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Environnement, c'est pas enregistré là. Hein? Non, ben non, puis on l'a jamais faite celle-là. Hein? Il faut juste faire ça. Il y aura de la biodiversité, de l'eau, du sol, des microclimats, des paysages et des gens heureux. Évidemment. Cette palette du végétal, c'est la botanique. Et vous êtes tous, j'imagine, de fin botanique. C'est des connaissances qui se perdent. C'est des enseignements qui disparaissent. Les SVT sortent des programmes.
sous prétexte qu'on a PlanteNet ou je ne sais pas quel truc là, ou un machin pour planter le bon arbre au bon endroit dans les bonnes conditions. Les SVT vont sortir de l'enseignement. C'est dramatique. C'est probablement le truc le plus utile de notre point de vue. On verra, je crois, Marc-André Sellos, qui est un ardent défenseur de la cause. Le climat. Le climat, nous sommes tous des créateurs de microclimats. C'est sous nos pieds, c'est chez nous que ça se passe. Et je l'ai montré avec le jus de pomme, c'est en consommant ces produits de l'agroécologie. On va parler de permaculture en maraîchage, on va parler d'agriculture régénérative outre-Atlantique, peu importe, c'est la même chose. Est-ce que chaque jour qui passe, j'aggrade ou je dégrade mon sol? À partir du moment où j'aggrade mon sol, je sors de toutes les dépendances, de toutes les béquilles, qu'elles soient organiques ou chimiques. En définition, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà un agriculteur qui fait de la permaculture sur 110 hectares, pour ne pas opposer les modèles. Un agriculteur qui fait de la permaculture sur 110 hectares, et il fait ça magnifiquement bien. Et là, il va peut-être aujourd'hui installer un maraîcher sur quelques-uns de ces 110 hectares, parce qu'il a réussi à préserver ses sols, à gagner correctement sa vie, c'est-à-dire qu'il fait que semer-récolter, semer-récolter. Il consomme quasiment plus d'énergie, il a diminué la puissance de ses tracteurs. Il fait de la culture permanente. Sur l'image de gauche, nous avons planté les résultats, ceux qui plaisent beaucoup à Geneviève, de la recherche la plus poussée, mais aussi des techniques ancestrales et du bon sens paysan pour utiliser 3% de cette parcelle. En utilisant 4% de cette parcelle, on a la même quantité de blé, on a la même quantité de soja, mais on a aussi les arbres. Et l'appel de la forêt, quelque part, il est caractérisé ici, puisque en faisant cette couverture permanente, en faisant ces doubles cultures, en mettant des arbres au bord, la fameuse membrane chère à notre ami Ernst, n'est-ce pas? On a mis une membrane autour de cette parcelle. Alors c'est un peu droit, parce qu'on a encore des machines, c'est la transition. On a mis une membrane. Au premier plan, au sud, on a mis une membrane en régénération naturelle assistée. On a laissé pousser des ronces et sont sortis les saules, les peupliers, les frênes, les aulnes et les noisetiers. Peupliers, propolis, saules, noisetiers, les deux premières fleurs indispensables aux pollinisateurs et aux abeilles en particulier. Gratuitement, sans rien faire, en sortant les épareuses, en sortant les machines qui débroussaillent tout le temps. Sur la partie de droite, c'est la ripicile. Vous connaissez probablement la ripicile. Le chef d'orchestre, la ripicile, c'est l'aulne glutineux, le vergne. On l'a taillé pour produire du paillage, pour planter les arbres à l'intérieur de la parcelle. À l'intérieur de la parcelle, on a remis une haie centrale puisque nous sommes des aspirateurs à biodiversité. Il faut qu'elle circule. On va parler du grand règne animal, du grand règne végétal, mais aussi et surtout du grand règne fongique. Il faut que l'aulne communique avec l'érable au centre de la parcelle, que l'érable au centre de la parcelle communique avec le blé, et le blé communique avec le chêne, pour que les symbioses soient actives. Notre ami Sellos nous dit très clairement, les mycorhizes font les courses pour les plantes et multiplient par, je ne sais pas, 100, 200, 1000, 10 000 les capacités d'absorption, de circulation de tous les éléments nécessaires à la vie des plantes. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de poudre de perlimpinpin, d'additifs, d'adjuvants, de soignants, à partir du moment où nous sommes dans un sol vivant. Tout ça pour dire qu'ici, on produit plus et mieux. C'est aussi le côté punitif. On reviendra un petit peu sur l'élevage, mais Geneviève a déjà fait le boulot. De quel élevage parle-t-on? Le côté punitif, le monde végétal, il est infini. Il est totalement infini. Donc ça nous donne la possibilité de continuer à avoir des céréales, la possibilité d'avoir des fruits, la possibilité d'avoir du bois d'œuvre, d'avoir du bois énergie, parce qu'il en faudra probablement un peu, du bois broyé sous toutes les formes, ne serait-ce que pour pailler les animaux ou pour mettre dans le jardin qui est juste à côté, sur sol vivant. Toujours dans la définition, l'agroforesterie, c'est tout ça. C'est tous les arbres champêtres qui participent à une production agricole, animale ou végétale. Le bouquet, le bosquet, je l'ai dit, l'arbre mort, etc. Tout ça, le très vieil arbre qui est cher à notre collègue Hervé Covès, le très vieil arbre, on a parlé de sénescence, bien évidemment, qui garde en lui la mémoire, le patrimoine, le disque dur.
Tout ça pour dire que dans ce paysage, et vous le voyez bien, il y a autant d'arbres dans la forêt que hors la forêt. Et c'est là que ça va se jouer. Parce qu'on ne va pas agrandir la forêt définitivement. Par contre, sur le côté de la forêt domestique et des agroforêts, le potentiel est évidemment énormissime. Quelques pièces du puzzle, l'arbre fruitier, le pré-verger que vous connaissez par cœur, pas que, le tétarbat, qui est une forme un petit peu particulière, et puis un autre qui s'appelle le chêne, le frêne, l'érable, le tilleul, j'en passe et des meilleurs, pour produire du bois d'œuvre et peut-être éviter d'aller piller les tropiques et éviter d'aller trop tirer sur la forêt. Parce que c'est ça le sujet, c'est de produire plus de biomasse au service de l'agriculture et des territoires. Dans mon abécédaire, j'ai remis l'érosion, parce que c'est comme ça que les civilisations s'effondrent. On parlait du croissant fertile, Ernst, je crois. C'est comme ça. Et nos civilisations sont en train de s'effondrer. En Beauce, c'est parfaitement catastrophique. Toutes les régions cultivées depuis 50 ans sont dans un état absolument pitoyable. Je suis né dans une ferme en bio. Si je suis là, c'est parce qu'on a provoqué de l'érosion aussi, puisque mon CV a été énoncé. Ici, ces terres sont en bio. J'attaque pas la bio. Je dis juste que tant qu'il n'y a pas d'agroécologie dans les labels, tant qu'il n'y a pas d'agroécologie dans les pratiques, on arrive à ces résultats-là. Gérard Dussert, que vous connaissez probablement, l'incroyable botaniste des plantes bioindicatrices, puisque les mauvaises herbes n'existent pas, il dit bien, l'érosion, c'est le prémisse de la désertification, systématiquement. Et dans ces champs-là, poussent des plantes de désert, poussent des plantes grasses. Le pourpier, par exemple. Quand il n'y a plus que du pourpier, on peut évidemment beaucoup s'inquiéter. L'idée de fécondité, au-delà de la fertilité, un sol fécond qui nous est cher. J'ai essayé de mettre tout ce que pouvait amener un arbre, et en particulier une trogne. Un arbre tétard, une forme du passé, ce n'est pas une forme du passé, c'est une forme d'avenir qui va révolutionner l'agriculture, l'arbre tétard. Ça va être une révolution. Parce qu'il y a une acceptation qui est énormissime, une longévité qui est grandiose, une diversité qui est énorme. Mais je pense, et vous l'avez vu, le petit livret sur les trognes, je vous invite à le prendre si vous le souhaitez, parce que là, on a retrouvé quelque chose qu'on avait parfaitement oublié. Si vous voulez des arbres remarquables, si vous voulez des arbres paysans, des arbres qui ont du sens, qui sont jeunes, qui sont morts, qui sont vieux, qui sont bourrés de champignons, bourrés de vie, bourrés de piques prunes, de chouettes, de chauves-souris, d'essaims d'abeilles sauvages, faites des trognes. Et vous emmerdez pas à foutre des hôtels à insectes et autres nichoirs. Voilà, ça fait tout ça et bien plus encore. La fructification, et ici, on est en maraîchage sur sol vivant. Il n'y a pas d'intervention. Il n'y a même pas cet outil qui ne sert à rien qui s'appelle la gredinette. Il n'y a plus besoin. Est-ce que la forêt sème les glands à la gredinette ? C'est un copain à mon père qui a inventé ça, il va être content. Est-ce que la forêt sème les glands, les faines avec la gredinette ? L'idée de couvrir, faire pousser, laisser pousser, donner sa ration au sol, donner sa ration au sol de carbone frais. On sera très insistant là-dessus et on ne confondra plus le productivisme et la productivité. Ce que nous faisons, c'est des écosystèmes équivalents aux écosystèmes forestiers avec beaucoup de productivité. On ne confondra plus la fertilisation des engrais minéraux organiques, le compost, le fumier, ce sont des engrais. Le digestat, ce sont de piètres engrais. Ça, ce sont des fertilisants. Ce qui nous intéresse, c'est la fertilité, la fécondité et bien évidemment la fertilité in situ, produite par la parcelle. Acheter sa fertilité, c'est probablement se ruiner. La génétique, aujourd'hui, dans l'Hexagone, un arbre sur deux planté ne sert à rien, il va crever. Mal planté, pas au bon moment, trop haut, trop bas, un système racinaire complètement strangulé, voilà ce qu'on trouve dans le commerce. Je ne dis pas que tout est pourri, je dis que 50% des arbres plantés, il y a 10 règles pour planter un arbre, jamais l'arroser à la plantation, jamais faire de trous, jamais lui mettre d'engrais, de compost, de fumier, tout ce que fait tout le monde tout le temps. Il n'y a rien de pire que donner de l'engrais, rien de pire que donner de l'eau à un arbre à la plantation. C'est terrible, il ne faut surtout jamais le faire. Et ça, c'est ce qu'on trouve
dans le commerce, un truc qui est déjà strangulé 2 ans après avoir été planté. Autant vous dire une mort subite dans 15 ans. Ici, je vous montre la génétique, les graines, la récolte des graines, la sélection, la récolte, la stratification, la levée de dormance de ces graines dans un label qui s'appelle végétal local. Que plantons-nous aujourd'hui pour que ces arbres soient encore là dans 100 ans et capables de se reproduire? Compte tenu des chocs climatiques, le réchauffement, moi je ne sais pas, mais les chocs, nous sommes en plein dedans, de la difficulté de l'adaptation des arbres que nous allons mettre. Gros et vaste sujet, bien évidemment. L'humilité, l'humus, l'humanité. Hervé Covès, ici, la cellule, vous avez peut-être reconnu, l'indispensable, la vitale, la structurante, en bas à droite, la cabane de vers de terre. Y a-t-il des cabanes de vers de terre dans vos champs? Y a-t-il des cabanes de vers de terre dans vos potagers? Probablement. On est dans un truc d'initié, là. Hein, il n'y a que des potes. Et puis, ce très vieil arbre avec Hervé Covès, Marceau Bordarias qui est en train de faire une petite révolution dans le monde de la viticulture, de la taille de la vigne, de la production des plants, etc., etc., de l'importance, ici au premier et deuxième rang, les bons élèves, de l'importance de coopérer. Moi, quand je suis rentré dans ce métier, je me suis rendu compte que j'y connaissais strictement rien. Francis Allais nous a un peu mis sur les rails des uns des autres, va voir un tel, va voir celui-là, de l'importance d'y aller ensemble. Sur le végétal, sur l'animal, c'est hyper simple. Sur le végétal, c'est d'une complexité redoutable et de travailler, de coopérer, de mettre toutes ces synergies, toutes ces symbioses. L'empreinte agroforestière, c'est l'empreinte du sol. Est-ce que ce sol, il sent la vie? Est-ce qu'il sent le champignon? Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il transpire? Est-ce qu'il est bourré d'activités biologiques, de microbes, de champignons, de bactéries? J'en passe et des meilleurs. C'est aussi le logo d'une formation que nous avons montée qui s'appelle le passage à l'arbre. Nous formons une 50aine de personnes, j'allais dire des jeunes. C'est beaucoup de gens qui se reconvertissent sur le terrain et en distanciel par an. Le passage à l'arbre pour être conseiller en agroforesterie, qu'on soit dans l'hypercentre ville ou qu'on soit en pleine campagne, on va avoir besoin d'un conseiller agroforestier dans tous les cantons. Si on veut reconquérir d'arbres nos territoires, il faudra y être, parce que derrière, il y a des super produits que vous connaissez bien. Donc un vrai choix et un vrai sujet de société. C'est peut-être ce qu'on verra sur la bouteille de jus de pomme dans quelques mois. L'empreinte de celui qui a fait le jus de pomme, qui me paraît extrêmement importante en disant, en buvant ce jus de pomme, je produis de la biodiversité, des microclimats, je stocke du carbone, des paysages vivants, fertiles, je crée de l'emploi et je me fais du bien à l'estomac. Donc manger des produits de l'agroécologie, de la viande, des fromages, du lait, du beurre, n'est-ce pas, qui stockent durablement du carbone et on ne sera pas embêté. Allez, j'avance un peu la jeunesse, je voulais aussi parler des autres, des enfants des arbres. L'idée, elle est d'une grande simplicité. C'est le truc le plus simple que l'on ait fait ces 2 dernières années avec Marie-France Barrier, qui a réalisé un film qui s'appelle Le temps des arbres, de planter chez les agriculteurs en agroforesterie, avec l'école, avec les parents, avec les élus, d'aller voir les agriculteurs. Vous savez que le contexte est d'une difficulté absolue. Vous savez que 55% sont à la retraite dans moins de 5 ans, etc. D'aller les voir, même s'ils ne sont pas parfaits, d'aller les voir. Vous savez que quand on est éleveur dans le bocage et que de l'élevage qui pollue dans le bocage, il faudrait m'expliquer comment et pourquoi. C'est des gens qui sont critiques. Oh, mais t'es éleveur, t'es un salaud. Dans des zones où on ne peut rien faire d'autre, si vous labourez ces zones de bocage pour y faire des céréales, vous avez une érosion phénoménale tout de suite. En tout cas, des enfants et des arbres, desenfantsdesarbres.org, c'est d'inviter, d'inciter à ce que tout enfant scolarisé puisse planter un arbre. Jouer dans un arbre, c'est ce qu'a fait Ernst quand il était gosse. Et nous aussi, dans les trognes notamment, c'est là où on a fumé les premières cigarettes. Bon, moi, ça m'a dégoûté à vie du coup, parce que les caporales de l'époque, c'était dur. Hein. C'était sévère. En tout état de cause, qu'on puisse dialoguer, avancer, construire doucement. L'énergie, ici, c'est un système agroforestier redoutablement pertinent, même s'il est menacé, puisque c'est de la monoculture, c'est un peu comme le noyer. Faire de la monoculture, ça n'a jamais été bon, et ça n'a jamais été la règle des écosystèmes de quelque nature que ce soit. Ici, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le marais Poitevin. Vous imaginez l'énergie qu'on produit là, vous imaginez le fourrage qu'on produit dans ces conditions-là, vous imaginez le carbone qu'on stocke.
Le patron de Tesla, il pourrait donner des millions là, hein, pour ça. Et oui, c'est des paysans qui l'ont fait aussi. Les lianes, elles ont été évoquées. J'en ai amené une. Celle-là, je ne la donne pas, je la garde. La BD, je vais la faire gagner, mais je la garde parce que c'est rare. J'en ai amené une liane, parce que pour reconquérir les territoires et les villes en particulier, on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'arbre en ville, de toutes les difficultés. Est-ce que les arbres sont faits pour être en ville? J'en suis pas persuadé depuis le temps que je regarde cette question de près. Donc du coup, il va falloir trouver des solutions, des formes. Les lianes en font partie, mais les lianes, c'est aussi celles qui protègent sur votre érable champêtre et qui est conduite jusqu'au mûrier qui est à côté, qui fait le tour et qui protège vos rhubarbes, vos salades l'été. Cette liane, elle fait du raisin de table. Hein, l'idée de prendre de la hauteur et d'optimiser. Dans mon abécédaire, j'ai aussi mis l'oiseau et l'abeille parce que je ne savais pas quoi mettre pour le L. Je l'ai un petit peu dit. Je rappelle, et je rappelle souvent parce qu'on le sait, que ça fait 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans qu'on récolte moins de miel, qu'on donne de sucre aux abeilles pour les nourrir, parce qu'elles crèvent de tout ce que vous savez, mais d'un manque de ressources très important, bien évidemment. Montrer, discuter, expliquer, partager, former, informer les paysans entre eux, bien évidemment. Il n'y a pas de paysan qui soit contre l'agroforesterie. Encore faut-il qu'on ait pu passer 3-4 heures ensemble. Il n'y a pas un individu sur Terre qui soit contre les trognes. Encore faut-il qu'il soit formé et informé pendant plus de 3 heures sur les principes. C'est ce qui s'est passé, je peux le dire, c'est pas secret, avec Francis Allais, qui a dit « je ne veux pas entendre parler de ça ». Et puis 2 heures après, « oh putain, excuse-moi, oui, je vais signer la préface du bouquin de Dominique Mention. Ce que vous dites là est génialissime, mais je ne l'avais pas vu. » Parce que c'est probablement les castors, les paysans ou la foudre qui ont inventé ça. Cette nourriture, dans notre quête de fécondité, la voici, la voilà. Ici, c'est des haricots qui s'appellent du soja, en bio agroécologique, sans intervention sur le sol, sans binage, sans sarclage, puisque l'agriculteur a eu la bonne idée de faire un couvert végétal dynamique sur un métail, sur une base métail, et au lieu de labourer le sol, il a fait faire le boulot par les plantes. Et voilà la meilleure technique de désherbage du monde. Puisque le sol a eu sa ration de carbone, il n'appelle pas des frênes, il n'appelle pas des rumex, il n'appelle pas du chien-dent, il n'appelle pas du liseron, il n'appelle plus rien, puisqu'il a eu à manger, il a eu sa verticalité, il a eu sa quantité de matière fraîche. Donc on peut repiquer, semer dans ces conditions-là. Un agriculteur qui était en conventionnel et qui a arrêté tous les intrants en ayant ce genre de pratique. L'optimisation, c'est ça. C'est vieux comme le monde, mais ici, il n'y a pas moins d'herbe sous les arbres que dans la parcelle à côté où on a enlevé les arbres parce qu'ils gênaient. Il n'y a pas moins d'herbe, sauf que là, il y a tout ça en plus. Donc ça veut dire qu'il y a 3 revenus. C'est ça l'agroforesterie, c'est aussi simple. Mes photos sont un peu moins belles que celles de Geneviève, mais j'ai pas osé. On fait beaucoup d'échanges, mais j'ai pas osé mettre de ces photos parce que ça m'aurait coûté des bières. Et non, mais je plaisante. Bon, c'est une liane aussi, hein. Alors, toi, tu l'as mis de l'autre côté, moi, je l'ai mis la face B. J'ai remis celle-ci aussi. J'ai failli l'enlever, je l'ai remise, parce qu'on est toujours sur les frênes dimorphes, on est toujours au Maroc, on est toujours avec 120 mm d'eau. Et si ces arbres n'étaient pas trognés, ils n'existeraient pas. Parce que la trogne est la meilleure lutte contre l'aridité, parce que quand on trogne un arbre, on réitère son système racinaire. Et comme nous le dit si bien le professeur, quand on réitère un système racinaire, on libère du carbone qui meurt et qui relibère de l'eau. Et donc, on met une pompe à eau phénoménale, formidable, en marche. Il y a encore des travaux à faire, mais si ces arbres n'étaient pas des trognes, les paysans seraient morts de faim. Et ils seraient chauffeurs de taxi à Casablanca, ou je ne sais pas où, peu importe. De l'importance de cette cathédrale, si vous prenez les feuilles de cette cathédrale végétale, les frênes sont soudés, n'est-ce pas? Cette cathédrale végétale, si vous mettez les feuilles les unes à côté des autres, vous avez une surface de 2 hectares. Donc ça veut dire qu'ici, vous multipliez la quantité de fourrage par 3 sur une parcelle à l'hectare. Et ça continue de pousser. Je ne suis pas sûr qu'on sache expliquer, tu nous le diras, Ernst, si on saura expliquer véritablement ça un jour, mais c'est juste
absolument fabuleux. Autant vous dire que ce modèle-là, pour moi, ça a été un voyage initiatique. Quand on a fait cette première tournée, un voyage initiatique. Pourtant, les agroforêts, j'en avais vu partout. Mais face à l'aridité qui est à notre porte aujourd'hui, ces paysans marocains, pour les nommer, ont fait le job. C'est comme ça qu'ils se sont sédentarisés d'ailleurs. Et les arbres sont dans une forme inouïe, toujours jeunes. Alors j'arrive presque à la fin, avec mon P de paysan. Je vous fais un résumé de la situation. Produire, protéger, prévenir, paysager, prospérer. Les paysages prospèrent et des agriculteurs optimistes. L'idée qu'il est urgent de mettre en œuvre et de mettre en scène qu'on peut produire et protéger sur la même parcelle. Sortir de la dichotomie, tu protèges, je produis. Ça ne marche pas, il n'y a pas une directive qui fonctionne. Oiseaux, pollinisateurs, eau, toutes les formes de biodiversité. Dans l'Hexagone, vous avez 4600 mesures agro-environnementales. Il n'y en a pas une qui fonctionne. Ce sont toutes des mesures de sanction et de répression. Ce qu'il faut mettre, c'est de la proposition. Et la proposition, elle est végétale. Il y a à nouveau notre paysan marocain qui taille sa trogne de frêne dimorphe. Et puis ici, il y a notre paysan des Hautes-Pyrénées qui, lui, avec des trognes basses, gère la protection de ces animaux, gère une clôture, puisqu'ici, vous avez aussi des arbres soudés, gère l'énergie pour chauffer et pour faire cuire l'entrecôte, gère le bois pour faire la litière de ces animaux et évidemment le fourrage d'été. Quand tout est vert, il taille tous les jours, il taille 3 trognes. À l'intérieur de ces trognes, c'est bourré d'une biodiversité qu'on obtiendra dans 400 ans dans les zones de protection. Il y a déjà ce niveau-là. Donc ce paysan, il a tout fait, tout vu, tout compris. Le sait-il? Je crois que oui. En aucun cas, il ferait véler une vache en dehors de la haie. Il y a même du lierre sur la trogne. Avec un truc moche qui ressemble à rien, on règle les grands chapitres, et j'insiste sur l'air, l'eau, le sol, le climat, la biodiversité, le paysage, la productivité, l'alimentation. Les produits, on les a suffisamment nommés, de leur importance, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont bons pour la santé? Est-ce qu'ils sont bons pour les sols? Certains d'entre eux, oui, pas assez présents, mais si on les consomme, je pense que les agriculteurs seront prêts à les produire. La qualification, j'ai parlé d'indicateurs de résultats. On a 22 000 fermes sur lesquelles on regarde précisément ce qui se passe. Est-ce que vous améliorez votre sol? Est-ce que vous réduisez les intrants? D'une définition très précise. Je montre ces images parce que c'est fait avec des jeunes apprentis qui étaient un peu exclus de tout, dont plus personne ne voulait parce qu'ils ont eu des grosses fractures ou des grosses ruptures, et finalement de leur tendre la main et de les mettre en alternance autour de ce projet agroécologique. Ils ont tous la patate, ils ont tous la forme, ils sont tous déstressés, la violence est partie parce que l'animal et le végétal remet beaucoup de monde sur les rails. À nous de leur tendre la main et de leur dire, nous, on peut vous offrir un job sur des pratiques agronomiques. On ne veut pas faire des chauffeurs de tracteurs, on veut faire des gens qui comprennent pourquoi de temps en temps, ils vont sortir le tracteur sous les arbres si vraiment on en a besoin. La régénération, ici c'était un tas de ronces, mais sous les ronces, il y avait des frênes. Puisque la ronce est le berceau du chêne, du frêne et de tout le reste, en enlevant les ronces, on recrée une prairie formidable, une prairie arborée, non alignée en plus, et on crée les arbres têtards. Et là, c'est parti pour quelques centaines d'années de bonheur pour tout le monde. Les ronces encore, j'insiste lourdement, cette régénération, ça sera le pilier de l'agroforesterie. On ne pourra pas planter tous les arbres dont on a besoin. On parle de continents, on parle de... Ce qu'il faut, c'est que les arbres soient dispersés, dilués, et les bordures, ici, 2 ans avant, vous aviez des ronces. Aujourd'hui, vous avez des chênes, vous avez des pruniers sauvages, et en fleurs blanches, vous avez des pruneliers. Mais là, vous avez déjà 500 000 fleurs. Au bout de 2 ans, la régénération naturelle assistée est vraiment le pilier du retour de l'arbre dans les campagnes. La simplicité, oui, vous voyez ce poteau électrique au centre, couvert de lierre. Les fonctions du lierre nous ont été rappelées, de l'importance de cette plante. Vous avez forcément lu les 2 numéros de la Hulotte sur le lierre. Plante génialissime qui
n'a jamais fait mourir un arbre. La treille dans la ville, on est en Espagne, il fait très chaud. Et puis, je crois que tu l'as dit aussi, Ernst, la couverture verticale des murs par les plantes grimpantes, ici, le lierre en particulier, avec tout ce que ça veut dire en termes de biodiversité, d'économie, etc. La transmission, les voici, les voilà, les jeunes. Et les jeunes, ils nous écrivent pour des gens qui ne sont pas allés à l'école et qui ont peur d'aller au tableau, ils sont capables d'écrire et de trouver les 22 ou 23 critères obligatoires à mettre en œuvre, à observer avant de planter un arbre. Là, c'était pour planter de la vigne. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'imaginer, de structurer, d'avancer, alors qu'ils viennent a priori de nulle part. La plupart ont fait beaucoup de jeux vidéo, mais pas grand-chose d'autre. Et cette reconnexion avec les plantes est totalement merveilleuse. Les trognes, j'en ai beaucoup parlé. Les voilà aussi à l'œuvre. Difficile de dire tout ce que peut faire une trogne, juste d'insister un petit peu pour dire que, à condition équivalente, la trogne vit plus vieille, que l'arbre qui n'a pas été taillé. Et ça met tout le monde d'accord tout de suite. Même si quand on doit pouvoir s'exprimer un arbre, on connaît tous la phrase de Francis Allais qui dit qu'un arbre, on aime que le foute la paix. Sauf que ce n'est pas toujours possible. Les trognes vivent plus vieilles que les arbres qui ne sont pas taillés. Et c'est celles qu'on admire dans les livres d'arbres remarquables. Sauf qu'entre eux deux, on ne les admire pas. C'est ça le sujet. On dit, oh, l'arbre est creux. Ben oui, et alors, il est où le problème? Il est bourré de champignons. Super, il y a des pleurotes sur le peuplier. C'est bon, hein? Les champignons font leur travail. Utile, le ver de terre que j'ai nommé, j'ai mis en petit le bousier qui a disparu des prairies. Et vous connaissez, notamment en biodynamie, de la valeur de la bouse et de la valeur de l'animal et du passage de l'animal et de l'herbivore dans nos agricultures qui participent totalement à la fécondité des sols. En résumé, si vous ne bouffez pas de viande, faites pas chier ceux qui en mangent. Oh putain, ça c'est nul. Bon, il y en a 2 ou 3 qui rigolent. De l'importance de ne pas dire n'importe quoi. Quand on va à Paris, vous voyez où c'est? On dit, pendant une semaine, on ne va pas manger de viande pour sauver la planète. Oh, super, trop cool. Non mais c'est énorme, quoi. Ouais, tu vas labourer les pentes pour mettre du soja? Super, c'est intéressant. Il n'y a rien qui stocke plus de carbone que la prairie permanente arborée. Rien. C'est quand même le mal de notre société. Problème en haut, sujet quand il passe par la photosynthèse. Le végétal, ce génie végétal, on est un peu trop parti sur le génie civil, le génie mécanique. Aujourd'hui, on part sur le génie satellitaire, etc. Donc la charrue, vous voyez où elle est maintenant, c'est quand même la plante qui gagne. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé à Tchernobyl pour voir que le végétal revient. Vous laissez une bagnole 3 mois sous un arbre, sur les essuie-glaces, il y a des plantes qui germent. Donc place au végétal, on lui doit évidemment beaucoup, cette verticalité, tous ces niveaux, tous ces étages, toutes ces associations, ça ne vous a pas échappé, on parle de permaculture, de jardin-forêt, de jardin comestible, de machin, de trucs, peu importe. L'idée c'est d'assembler, de gérer et de structurer. Le web, je ne savais pas quoi mettre avec le W, c'était ce matin tôt, je n'avais pas encore eu le temps d'aller me baigner dans le torrent. Et le web, eh bien oui, évidemment. C'est là que ça se passe. Ça, c'est 10 fois plus puissant que tous nos réseaux. Sur cette image, la racine ne représente que 3% de ce que vous voyez. Donc la capacité, la surface, l'exploration, la pénétration des interstices impossibles par les racines. Les racines, si je dis une bêtise, professeur, vous m'arrêtez, mais la racine n'est qu'un tuyau. Il faut que le tuyau soit connecté à la rhizosphère. Et cette entrée en agronomie, en agroécologie, elle nous dit « connectez-moi à la rhizosphère et ça ira beaucoup mieux. » Encore faut-il entretenir la rhizosphère toute la vie. Le constat actuel, c'est plutôt ça, 95% des agriculteurs, qu'ils soient de gauche, bio, de droite, conventionnels, petits, gros, moyens, perdent de la matière organique, perdent du carbone et perdent de la fertilité. L'heure est grave, puisque ce phénomène est exponentiel. Désolé de le rappeler. Donc s'il ne pousse plus que des plantes de désert, on n'ira pas loin. On voit sous nos latitudes, c'est-à-dire un peu plus au sud, des parcelles qui, depuis 20 ans, pour lesquelles il ne se passe rien. Pas de mousse, pas de lichen, il n'y a strictement rien qui s'installe. Un tas de cailloux qui fait 60 degrés au sol. Les yeux qui brillent, et voilà les agriculteurs qui sont
heureux de montrer de la terre perforée par des vers de terre qui sent l'humus. L'animal, je crois que j'en ai relativement parlé, des vaches dans les vignes, des moutons, des poules, etc., etc., de leur importance. Des bouquins, ça tombe bien, tous les bouquins qu'on a publiés, ils sont à la librairie. Merci aux libraires de les avoir apportés. J'ai cité la super BD qu'on vient de produire, qui est plutôt fait pour les jeunes, mais pas que. On a essayé de résumer une dizaine d'années de travail avec un graphiste. L'art de récolter le soleil, d'entretenir la vie et de cultiver la pluie. Entretenir la vie 365 jours par an, ça sera notre défi. Merci pour votre attention. Et pour finir en beauté, je ne sais pas, ça ne regarde que moi, j'ai amené 2 ou 3 posters de Trogne pour les gentils organisateurs qui ont eu le courage, l'audace d'organiser un événement pareil, et on les en remercie tous évidemment parce qu'il fallait le faire. Voilà une trogne millénaire qui a produit du bois pendant 600 ans, qui est aujourd'hui au repos. Cette trogne a produit du bois pendant 600 ans pour les paysans. Aujourd'hui, elle se repose et elle vit bien. Merci pour elle. Merci infiniment Alain Canet pour cette conférence extrêmement exhaustive et puis pour nous avoir transmis quelques messages importants, notamment pour les générations futures et l'importance de reconnecter les populations, les animaux que nous sommes, à la nature, au végétal, aux arbres notamment. Donc maintenant on va... Regardez bien le jus de pomme que vous buvez le matin. Est-ce qu'il faut qu'il soit sur sol vivant? C'est pas compliqué. Donc à présent, je vous propose de passer au traditionnel jeu des questions et puis ensuite... Ouais, donc on ne peut pas passer... Bon, alors, on m'indique à l'instant que le jeu des questions n'aura pas lieu tout de suite. Ouais, il faut d'abord... J'allais dire, vous allez censurer l'agroforesterie. Donc ça, c'est totalement inadmissible. Donc je ne bouge pas d'ici, je vais foutre le bordel.